Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour votre débat citoyen Disputandum consacré aujourd'hui à la prise en charge du grand âge. Les EHPAD sont-ils à bout de souffle? Et au-delà des EHPAD, les EHPAD ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de retraite. Comment mieux prendre en charge globalement le grand âge et la dépendance? Cette question est une véritable bombe à retardement. La France vieillit. En 2050, près de 5 millions de Français auraient plus de 85 ans, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, il faut être prudent avec les chiffres, mais voilà, ce seraient ces chiffres-là qu'on nous donne aujourd'hui. À cette date, plus de 2 millions de personnes seraient en perte d'autonomie, soit quasiment 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et face au vieillissement de notre population, les structures sont insuffisantes, les établissements sont saturés, les personnels sont sous-payés, fatigués, épuisés, au point que le secteur peine à recruter dans les établissements, mais aussi quand on parle de maintien à domicile. Les résidents se sentent aussi souvent oubliés, parfois même maltraités. Alors comment mieux accompagner cette perte d'indépendance des seniors qui demain sera évidemment la nôtre à tous? Quelles alternatives aussi aux maisons de retraite? Après la remise du rapport sur la dépendance au gouvernement, c'était le 28 mars dernier, le bien vieillir devient vraiment une thématique qui est au cœur des débats. Alors pour en parler, ce soir, je suis ravie de vous accueillir tous les 5. Christophe Brissot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmier, délégué du personnel Force ouvrière au CHU de Limoges. Vous avez été pendant longtemps aide-soignant et infirmier dans des EHPAD de la Haute-Vienne. David Penroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de 2 EHPAD, l'EHPAD de Chalut et l'EHPAD de Nexon, en Haute-Vienne. Héloïse Rameau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est une des alternatives aux EHPAD. Vous êtes famille d'accueil pour personnes âgées. C'est c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Vous êtes donc en Haute-Vienne également. Yves Gontier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de ce livre Qui s'occupera de nous, et vous êtes aussi le président de l'AGEMAD, c'est un acteur du maintien à domicile. Donc vous êtes là pour nous parler du maintien à domicile qui est aussi extrêmement important quand on parle de prise en charge de la dépendance des seniors. Et Bernard Bertin, bonsoir. Alors vous êtes un jeune retraité et l'un des porteurs du projet Hameau des Partages à Ambazac. C'est un projet d'habitat participatif et là encore c'est une alternative aux EHPAD ou même au maintien à domicile. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir effectivement qu'il y a des alternatives aussi qui se développent aujourd'hui pour compléter l'offre existante et notamment les EHPAD. Vous pouvez bien sûr regarder cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur les 3 pages Facebook de France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes et France 3 Aquitaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, première question, peut-être Héloïse. Héloïse, quelle est votre vision des EHPAD ou maisons de retraite? Alors, pour moi, la vision est assez mauvaise, parce que je vois plus le côté vite. Enfin, les personnes n'ont pas assez forcément de temps pour s'occuper des personnes âgées. Donc, moins d'empathie par rapport aux personnes et moins de temps de s'en occuper. C'est une vision, je pense, qui est sans doute partagée par de nombreux Français. Alors, on va regarder un reportage tout de suite. Les responsables des EHPAD poussent un cri d'alarme depuis plus d'1 an maintenant, peut-être même plus longtemps pour certains. Leurs établissements manquent de moyens financiers et humains. Les soins sont pourtant de plus en plus complexes au vu des pathologies en gériatrie. Résultat, les personnels, mais aussi les résidents et leurs familles sont inquiets quant à la qualité de ce service. Exemple à Nantia avec ce reportage de Philippe Mallet et Mathieu Daigremont qui avait été diffusé il y a un peu plus d'1 an, le 31 mars 2018, sur France 3 Limousin. Il est 9h, même prière, il faut déjeuner. C'est le rituel du matin, le petit déjeuner, un moment délicat et décisif pour le reste de la journée. On ouvre les yeux? Oui. Regardez, là, vous avez le café. Aide-soignante depuis 2 ans, Laetitia Dom fait donc au mieux, par des gestes, des paroles, des regards, mais sans jamais pouvoir prendre son temps. 10 minutes par résident le matin, c'est peu. 5 à 6 aides-soignantes pour 82 personnes âgées, c'est le lot quotidien. On le ressent à la demande des résidents, bien évidemment. Forcément. Et puis sur notre charge de travail après, au quotidien. Qu'est-ce qui manque? Je dirais des bras. Des bras, des jambes. Pourtant, l'ambiance ici est bon enfant. Une petite équipe soudée, attentive, qui accepte de travailler dans des conditions tendues. La dépendance n'est pas prise en compte comme elle devrait l'être. D'où une difficulté, ce qu'on constate aussi dans les évolutions pour les personnes
ou pour les familles, une difficulté aussi à financer l'EHPAD, à financer toute la partie hébergement, la partie dépendance, qui n'est pas forcément bien accompagnée, on va dire. Cette situation n'a d'ailleurs pas échappé aux résidents les plus valides. Elles sont appelées de tous les côtés, le soir, la journée. C'est un peu fou, le travail. C'est inquiétant, hein, mais c'est inquiétant pour nous aussi. Parce qu'on ne sait pas si on va rester là, en plus, on a peur. Malgré tout, l'établissement ne manque pas de projets. Un agrandissement du site est prévu en 2019. Alors n'oubliez pas que vous pouvez regarder l'émission et laisser vos commentaires sur les pages Facebook de France 3 Limousin, Poitou-Charentes et France 3 Aquitaine. David Penroux, vous avez vu ce reportage. La situation est-elle la même dans vos 2 EHPAD que vous dirigez à Chalut et à Nexon ? Elle est légèrement différente puisque quand on parle de ratio d'encadrement, c'est-à-dire de personnel soignant au plus près des résidents, actuellement le matin on est plutôt sur une aide-soignante qui prend en charge 8 à 9 personnes, ce qui est déjà beaucoup. Après, il faut aussi comptabiliser les aides techniques d'élèves malades dont on a besoin. Est-ce qu'il y a une douche dans la salle d'eau ? Est-ce qu'on a des infirmières aussi qui participent aux soins de nursing ? Voilà, c'est tout ça qui est à prendre en compte. Donc je pense qu'en effet, on est le sentiment un petit peu partagé. Malheureusement, les EHPAD souffrent d'une mauvaise image de marque. Et quand on parle des EHPAD, c'est souvent à l'occasion d'événements malheureux. Mais il se passe aussi beaucoup de belles choses dans les EHPAD. Et les professionnels aujourd'hui, à travers la formation initiale et la formation continue, font preuve, malgré tout, de beaucoup d'empathie. Alors, c'est un métier qui est exigeant, physiquement, psychologiquement, mais on a des professionnels engagés quand même dans les établissements. Mais on voit bien que beaucoup de professionnels, et même des directeurs effectivement d'EHPAD, en mars 2018 notamment, sont descendus dans la roue pour dire attention, là il y a un vrai problème. On manque de moyens, il y a des cas presque de maltraitance du coup qui sont institutionnalisés parce qu'on manque de moyens tout simplement et que les personnels sont à bout. Vous avez manifesté, par exemple, en mars 2018 ? Oui, tout à fait. Je suis allé soutenir les représentants du personnel, les personnels, dans cette manifestation-là, parce qu'en effet, comme le dit l'aide-soignante dans le reportage, on a besoin de bras et de jambes. Ça ne suffit pas. Il faut des professionnels formés, surtout, formés au métier du grand âge, parce que les formations d'aide-soignantes aujourd'hui sont très sanitarisées. Les instituts de formation dépendent des hôpitaux. Et la prise en charge en EHPAD demande une formation plus générale sur la personne âgée, puisque la personne âgée est souvent polypathologique quand elle entre en EHPAD. Donc il faut une bonne connaissance de la personne âgée pour travailler en EHPAD. En même temps, est-ce que ça se résume seulement à un problème de formation quand il y a parfois un ou une aide-soignante pour faire la toilette d'une personne et que dans un temps très court, ça a été les remontées aussi des manifestations de l'année dernière? Bien sûr, après, la vie en EHPAD, elle est rythmée comme la vie à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour le petit déjeuner, il y a un moment pour la toilette, un moment pour le repas, un moment pour le repas du soir aussi. Et que tout ça doit s'enchaîner dans des temps malheureusement contraints. Ajouter du personnel, bien sûr, ça résoudra une partie du problème, mais pas seulement. Il faut aussi une architecture adaptée, des locaux adaptés et accueillants, clairs, lumineux. C'est un ensemble. La prise en charge et l'accueil de la personne âgée en établissement est un ensemble. Christophe Brissot, quelle est votre analyse ? Est-ce que depuis un an et depuis ces manifestations de mars 2018 notamment, et puis il y en a eu d'autres même avant, est-ce que la situation a évolué ? Est-ce qu'elle est encore critique ? Je dirais qu'elle a permis tout au moins d'éveiller, la population et les politiques sur un sujet qui devient effectivement très critique. Dans le reportage, on le voit très bien, effectivement, vous entendez les professionnels qui en sont aujourd'hui qui disent nous, ce qu'on veut, c'est des bras. Ils en oublient presque, comme disait M. Penroux tout à l'heure, qu'il y a une qualification derrière. Ils ne demandent même plus des aides-soignants ou des infirmiers, ils demandent des bras. C'est une vraie problématique aujourd'hui, c'est que physiquement, au pied du lit du malade, aujourd'hui, il y a une carence extrême qui peut entraîner effectivement sur des cas de maltraitance ou d'oubli important. Et ça, aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on veut mener, puisque indépendamment du ratio effectivement professionnel, il y a des infrastructures qui ne sont plus adaptées, qui sont vieillissantes, où il y a effectivement des salles de bain qui ne sont pas aménagées, une salle à manger qui n'est pas adaptée. Et aujourd'hui, parler de ratio sans revoir la configuration et l'environnement dans lequel vit la personne âgée n'a aucun sens. Il faut revoir aujourd'hui, je pense, d'une façon globale, la prise en charge de la personne âgée dans son environnement. Il y avait la fin des emplois aidés aussi, qui a peut-être été une goutte d'eau à un moment, qui a fait déborder le vase. Qui a été une rupture supplémentaire, parce que autant on a pu effectivement entendre ou émettre des critiques sur des personnes avec des qualifications moindres ou pas qualifiées du tout,
N'empêche que ces gens-là ont pris leur place dans ce lieu de vie et du jour au lendemain, on peut dire ça, on a supprimé ces aides qui n'ont jamais été compensées. Donc cette charge de travail est venue augmenter la charge de travail des professionnels présents. Et il a fallu réorganiser quelque chose qui était déjà un peu à bout de souffle. Et ces postes manquent aujourd'hui. Il existe un label qui s'appelle Humanitude. Il y a une centaine d'établissements d'EHPAD en France qui sont dans cette démarche d'obtention de ce label. Moins de 20, je crois, qui ont vraiment le label aujourd'hui. Vous connaissez sans doute, enfin, en tout cas les professionnels du secteur connaissent ce label. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là, David Pennereau ? Alors, on n'est pas dans une démarche de labellisation Humanitude, mais on est dans une démarche d'accueil humain bienveillant auprès des résidents. Donc, là, on voit des images, juste pour info, de l'EHPAD de Cussac, tout à fait, qui est dans cette démarche-là. Et qui mène c'est un beau projet, c'est du travail quotidien, mais les professionnels des établissements, l'humanitude, c'est pas simplement enlever la blouse de travail, c'est aussi un état d'esprit. Et l'état d'esprit, peu importe l'habit professionnel qu'on a, et ça va du directeur jusqu'au personnel des cuisines et en passant par les services techniques, c'est pas simplement les aides-soignants. En tout cas, sur le papier, c'est garantir la bientraitance des résidents. Tout à fait. Dans le label Humanitude, on s'engage dans le cadre d'un cahier des charges avec un audit assez régulier pour conserver ce label. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller, de se concentrer sur d'autres animations, d'autres activités, la formation du personnel, sur les thérapies non médicamenteuses aussi. Mais on n'est pas parti sur ce label-là. Christophe, vous en pensez quoi de ce label Humanitude ? On devrait tous avoir l'humanitude. Un aide-soignant l'apprend à l'école. Pour aller en EHPAD, quand on a la fibre et des convictions de soignant en tant que professionnel, on se doit tous avoir une attitude d'humanitude. Et effectivement, comme dit M. Pennereau, que ce soit du directeur à l'agent. Donc mettre un label dessus, ça voudrait signifier quelque part que les gens qui n'auraient pas ce label dans les établissements auraient certaines largesses qui me déplaient. L'humanitude, elle est faite pour tout le monde. Sauf qu'on entend chaque jour plein d'anecdotes, effectivement, de faits divers dont on parle forcément plus que quand tout va bien, mais qui se passent dans les EHPAD, où il y a des cas effectivement avérés de maltraitance envers les résidents. Donc est-ce que ce label-là n'est pas quand même une première protection contre la maltraitance qui ne devrait effectivement pas avoir lieu dans les EHPAD ? Alors si on apporte aujourd'hui une protection par le biais de ce label, que fait-on de toutes les autres EHPAD ? C'est une vraie question. Il faudrait le rendre obligatoire, mais c'est pas la solution. La maltraitance, en effet, vous avez parlé de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire les rythmes imposés par le rythme de vie de l'établissement. On dit que les aides-soignants maltraitent leur métier aussi, ce qui est quand même assez antinomique pour des professionnels qui sont engagés dans ce type de métier-là. Et ça les rend très mal aussi eux-mêmes. Complètement. Il y a une grosse souffrance de des professionnels qui se sentent investis et qui, au quotidien, font preuve de beaucoup de courage, parce que c'est un métier qui est dur physiquement, mais aussi psychologiquement. Et on investit beaucoup sur les formations, sur passer la main aussi à un collègue, parce qu'en effet, à un moment dans la journée, ça peut être difficile de répondre une dizaine de fois à une sonnette, à la même personne, parce que la personne est en souffrance psychologique aussi, la personne âgée dans l'EHPAD. Donc il faut aussi apprendre à passer la main, puisque c'est une relation d'humain à humain, donc nul n'est infaillible. Et je pense qu'on a aujourd'hui des garde-fous en institution qui nous permettent de garantir certaines maltraitances. Bernard Bertin, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Héloïse tout à l'heure. Quelle est votre vision, à vous, des EHPAD ? Est-ce que vous avez envie, vous, de vieillir en EHPAD ? Vous avez déjà des proches qui ont vécu en EHPAD ? J'ai vécu ça de près, mais moi, j'ai pas vraiment envie de le vivre, ou alors vraiment en phase terminale. D'ailleurs, tout mon entourage, c'est ça, les gens. Comme 9 Français sur 10 ne veulent pas aller en EHPAD. C'est géré à minima de personnel et de moyens, vu de mon côté. Et donc, effectivement, ça ne donne pas envie d'y aller. Voilà. Alors, on verra effectivement votre solution alternative tout à l'heure. Le prix des EHPAD peut-il être un frein, d'ailleurs, pour vous, Héloïse, ou au-delà des difficultés à vivre dans un EHPAD, le prix pourrait-il être un frein ? Ça peut, oui, bien sûr.
Alors, j'ai quelques chiffres qu'on va voir ensemble sur le prix des EHPAD, dont on parle aussi beaucoup. Depuis décembre 2016, les prix sont affichés d'ailleurs sur le portail d'information www.pourlespersonnesagées.gouv.fr, qui s'affichera aussi. En 2016, le prix mensuel médian d'un hébergement en EHPAD était de 1 949 €. Alors, ça signifie que la moitié des EHPAD, en fait, facture un prix inférieur à 1 949 €, et l'autre moitié facture un prix supérieur à 1 940 €. Les écarts de prix sont assez importants entre les différents EHPAD. Il y a 10% des EHPAD qui facturent un prix mensuel inférieur à 1 653 € et 10% des EHPAD qui facturent un prix supérieur à 2 798 €. Alors ça fait beaucoup de chiffres tout ça, mais on va prendre l'exemple de la Haute-Vienne. Dans notre département ici, on a 40 EHPAD. Un seul d'ailleurs est privé, les autres sont publics. Alors, non, un seul est privé lucratif. Voilà. Et après, il y a d'autres EHPAD qui sont à la fois publics, territoriaux, hospitaliers, et aussi des privés non lucratifs. Alors, le privé lucratif, c'est la résidence Saint-Martial et c'est effectivement le plus cher. La différence, en fait, du tarif journalier pour l'hébergement est de 42 €. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cet écart entre le prix des différents EHPAD, David ? Souvent, alors ce qu'on oublie derrière un tarif hébergement, c'est que ce tarif-là couvre à la fois l'hébergement de la personne, la nourriture, l'eau, l'électricité, la partie administrative, l'entretien des bâtiments. Juste comme ça, pour exemple, je rappellerai que on a des obligations en matière de sécurité incendie, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est un établissement qui reçoit, enfin les EHPAD publics et les EHPAD privés d'ailleurs ont la même contrainte. À partir du moment où on a un établissement qui reçoit du public, nous avons des contraintes réglementaires par rapport à ça, qu'on ne retrouve pas chez soi. Chez soi, on a l'obligation d'avoir des détecteurs incendie, mais on n'a pas l'obligation d'avoir un bureau de contrôle, un contrat de maintenance. Et tous les 3 ans, dans les établissements, vous avez une commission de sécurité qui vient voir si vous êtes en règle. Alors, au-delà de ça, il y a aussi la dépendance qui coûte cher. Là, je parlais du tarif hébergement. Oui. À la charge de l'usager, ses obligés alimentaires ou parfois l'aide sociale, bien sûr, du département. Et ensuite se rajoute à ça le ticket modérateur lié à la dépendance. Mais les départements financent une grande partie de cette dépendance. Mais là, vous étiez sur des tarifs hébergement où, en effet, j'allais dire, c'est un tout compris. C'est à la fois l'alimentaire, c'est à la fois le blanchiment du linge. C'est toujours trop cher, je suis d'accord. C'est les services, la qualité des services qui peut faire cette différence-là ? La différence, ça peut être aussi l'amortissement des bâtiments. Vous pouvez avoir aussi des bâtiments très énergivores parce qu'anciens, vétustes, passoires thermiques. Et aujourd'hui, des établissements qui sont construits il y a une dizaine d'années sont peut-être plus performants énergétiquement, donc une charge d'amortissement plus importante. Donc ce qui paraît à peu près logique. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le reste à charge est important quand même pour les personnes âgées. Il faut savoir que les retraités en moyenne touchent une pension de 1 361 € net. Voilà, le reste à charge, pour être en EHPAD, excède les 3/4 du temps les ressources de la personne âgée. Alors effectivement, il y a des aides publiques, etc., mais ça ne suffit pas forcément, et notamment pour les personnes qui entourent la personne âgée. Les retraites sont de plus en plus petites. C'est aussi un des enjeux. Il faut défendre les EHPAD publics, peut-être quand même moins chers que les EHPAD privés. Oui, alors derrière EHPAD public, moi j'aime bien associer la notion de service public aussi, puisque on accueille tout type de personnes, j'allais dire, peu importe le revenu, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'avis d'imposition quand on admet une personne en établissement. Si la personne ne peut pas payer, on se retourne vers les obligés alimentaires. S'il n'y a pas d'obligés alimentaires, on fait une demande d'aide sociale. En tout cas, on accueille tout le monde. C'est la notion même du service public. Christophe, est-ce que vous faites une différence entre les EHPAD publics et privés ? Je fais non seulement une différence, mais effectivement, la notion de service public est importante par rapport à nos EHPAD. Après, la vraie question qu'il faut se poser, quand vous avez des écarts aussi importants sur la tarification entre les EHPAD publics et privés, comment est ventilée, je dirais, cette tarification ? Nous ne la retrouvons pas au pied du lit du résident. Il n'y a pas plus de personnel ou de meilleure qualité de soins ou d'humanitude, comme on parlait tout à l'heure, dans les EHPAD privés. Donc, à un moment donné, nous sommes dans un système tel qu'il est dit, privé, donc lucratif. On est là pour faire des bénéfices, ce qui n'est pas le but du service public. Et je rejoins ce que disait M. Pennereau tout à l'heure. Nous accueillons, sans avis d'imposition, toutes les personnes dépendantes en EHPAD. Et ces valeurs-là doivent rester dans le service public.
Alors c'est le président de la Mutualité française, il y a quelque temps, Thierry Baudet, qui souhaitait plafonner le prix des EHPAD et les facturer en fait en fonction des revenus. Il voudrait la modération donc tarifaire en 2020 et souhaite qu'on favorise aussi le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Voilà un peu comme le système des crèches d'ailleurs fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? David ? Ça paraît difficile puisque mes collègues de Haute-Vienne ne sont pas présents ou les services du département ne sont pas présents pour savoir quel est le niveau de déficit des établissements publics. Ce qui est sûr, c'est que sur les EHPAD publics que je dirige et que ceux que je connais parmi mes collègues, c'est qu'on ne fait pas d'excédent massif, bien au contraire, et qu'on est juste à l'équilibre, voire en déficit, et sans faire de dépenses superflues. Je peux vous dire que tous les jours, on se creuse la tête pour savoir comment on va terminer l'année, si on va terminer juste à l'équilibre ou en déficit. Et je vous disais tout à l'heure, on travaille beaucoup sur des mesures d'économie, mais jamais sur le personnel. C'est-à-dire qu'on cherche à mutualiser des achats, on cherche à faire des dépenses d'énergie moins importantes à travers ces choses-là. Mais on sait que ce n'est pas sur le personnel où il faut faire des économies. Ça, c'est une certitude. Alors, il y a un autre problème quand on parle des EHPAD, c'est le manque de places, de longues listes d'attente souvent. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, à Chaluis, à Nexon, vous avez des grandes listes d'attente. Alors, il faut se méfier des listes d'attente puisque vous avez des fois des personnes qui demandent 5, 10, 15 établissements pour être sûr d'avoir une place. Moi, quand je regarde les personnes qui sont du secteur, ou en tout cas quand l'EHPAD est dans les 3-5 premiers, on a une liste d'attente d'une trentaine de personnes. Après, si on extrapole avec le nombre d'EHPAD, on peut avoir, en ce moment, on doit avoir 150 dossiers en attente, mais 30 véritablement sur le secteur. En tout cas, là, il y a un nouvel EHPAD qui vient d'ouvrir à Malmort, en Corrèze. On a quelques images pour répondre vraiment aux besoins du territoire. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en Haute-Vienne, on a 88,5 lits pour 1000 habitants. C'est en dessous de la moyenne de la Nouvelle-Aquitaine. On est le département ici le plus mal loti en Nouvelle-Aquitaine et bien en dessous de la moyenne nationale. Là aussi, il y a effectivement un véritable enjeu. Alors, on a vu là, depuis hier, on a appris que les hôtels de poste pouvaient peut-être se reconvertir en maison de retraite. C'est une bonne nouvelle, ça, non ? Christophe ? À méditer. À méditer, c'est tout. David, à méditer aussi ? Avec des facteurs. Il faudra des professionnels qui soient soignants d'EHPAD ou autres. En effet, je reviens sur l'image des EHPAD parce qu'on peut avoir une image un petit peu délétère, type un peu concentrationnaire, puisqu'on met dans un établissement des personnes âgées. Mais il ne faut pas oublier que les EHPAD ne sont pas fermés et qu'on y vit très bien, qu'on s'ouvre sur l'extérieur et qu'on s'ouvre à l'extérieur. C'est une tendance forte actuellement, comme une des autres tendances qu'on voit arriver. C'est-à-dire aujourd'hui, les personnes qui arrivent dans les établissements sont des personnes qui sont très dépendantes, où on maintient à domicile le plus longtemps possible, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi aussi, je fais partie des 9 Français sur 10 qui souhaitent finir sa vie à la maison. Chez vous, voilà. Mais quand au bout du bout, ce n'est plus possible de rester à domicile, il faut trouver une solution. Et souvent, l'EHPAD est la solution. Et pour prendre en charge et accompagner des personnes très dépendantes, il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques. Et en tout cas, pas ceux qu'on a actuellement. Alors, les moyens, effectivement, il y a le rapport Libault qui a été remis à la ministre il y a fin mars. Face à tous ces problèmes, manque de moyens, manque de place, la question des prix aussi en EHPAD. 4 mois de concertation donc, pour alimenter le futur projet de loi Grand Âge et Autonomie. Donc, le rapport remis à Agnès Buzyn, il préconise évidemment l'accroissement des moyens, l'accroissement des places, des moyens et du personnel. Et puis aussi, plus de maintien à domicile. Et là, je me retourne vers vous, Yves Gontier. Je vous laisse la parole dans un instant, mais d'abord, on va vous découvrir en images avec ce reportage qu'on a réalisé avec l'AGEMAD. L'AGEMAD, c'est l'une des principales associations d'aide à domicile de la Haute-Vienne que vous présidez, que vous dirigez depuis des années. On va voir que pour les aides à domicile, c'est pas toujours facile, même si elles font un boulot, ou ils font d'ailleurs un boulot absolument formidable. Reportage tout de suite de Cécile Gauthier et Henri Simonet. Vous avez mangé votre complément alimentaire, ça y est. Oui. Cela fait 12 ans que Corinne Rousseau passe 6 heures chaque semaine chez Madame Frugier, qui est non-voyante. Le ménage, les courses, la toilette, elle et ses yeux, ses jambes. Sans Corinne, Madame Frugier ne pourrait pas rester chez elle. Merci. Et voilà, Germaine est installée. Oh, je présente tout. Je fais mes courses, je regarde dans mon placard. Vous avez ça et ça, mais il vous manque de ça. Ah, c'est comme chez elle, qu'est-ce que vous voulez? Elle voit que je ne vois pas. Corinne a choisi son métier d'aide à domicile, elle l'adore. Cependant, il y a un mais. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans votre métier?
Le fait de me sentir utile. Ce qui me plaît moins, je suis très gênée quand il y a des personnes extérieures. Voilà. Pourquoi ? Parce que je me sens dévalorisée, voilà, c'est ça. Et comment ça se fait que vous ayez ce sentiment ? Parce qu'on me le fait ressentir. Sinon, c'est un métier qui n'est pas, jugé à sa juste valeur, je pense. C'est justement pour cela qu'Yves Gontier, fort de 25 ans d'expérience dans le milieu du maintien à domicile des personnes âgées, a décidé d'écrire son livre. Il est à la tête d'une association qui emploie une centaine d'aides à domicile. Elles sont toutes qualifiées, régulièrement formées, mais souffrent d'un flagrant manque de considération. C'est toujours resté sur cette idée d'aide ménagère, de la domesticité. Donc il n'y a aucune reconnaissance. Et ce qui fait fuir les gens, c'est pas forcément les bas salaires, c'est ce besoin de reconnaissance. Qui s'occupera de nous ? Le livre d'Yves Gontier regorge d'anecdotes. Il propose également de vraies pistes à mettre entre toutes les mains, celles des familles, mais aussi celles des décideurs et financeurs. Alors vous pouvez nous suivre, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux et laisser vos commentaires donc sur les pages Facebook de France 3 Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Yves Gontier, on vous a vu effectivement dans le reportage, vous venez donc d'écrire ce livre-là. Qui s'occupera de nous ? Vous mettez vraiment en garde sur tout ce qui est maintien à domicile, qui est pourtant effectivement une piste qui est largement évoquée et peut-être même privilégiée dans le rapport Libault dont on parlait. Vous tirez la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Oui, je la tire. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis longtemps, parce qu'avant d'être président, j'étais directeur. Et j'ai bien vu l'évolution qui avait lieu. Ce que mes collègues des EHPAD viennent de dire, on le retrouve exactement pour le domicile, on manque de bras. Et si j'ai écrit... Donc manque de bras, manque de formation aussi ? Ah ben il y a tout. Alors, je pense que pour les EHPAD, il suffirait, c'est déjà pas mal, qu'il y ait une manne financière qui soit débloquée pour que tout s'arrange. Pour le domicile, ça ne suffira pas. Même s'il y a l'argent pour le faire, il y a tellement de problèmes pour régler le maintien à domicile, et personne n'en a conscience, que ça ne suffira pas d'avoir des moyens financiers. Ça va beaucoup aider, mais ça ne suffira pas pour une foule de raisons. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors si on devait faire remonter les raisons principales. Et pour les raisons principales, il y a financière, bien sûr. Après, il y a le manque de reconnaissance, mais alors total. Manque de reconnaissance, mais pas seulement au niveau financier, alors ? Ah non, je parle humain. Parce qu'on est dans notre domesticité à fond. Que les filles soient formées ou pas, les gens, je peux vous dire, c'est pas leur problème. Ils les prennent pour faire le ménage ou faire quoi que ce soit. Ils les reconnaissent très mal. Et ça, après, il y a... Ce sont les personnes âgées qui les reconnaissent mal, oui. Ou l'entourage des personnes âgées aussi. C'est ce que dit, et l'entourage, c'est ce que dit l'auxiliaire de vie dans ce reportage. Elle a pas tout dit, mais très souvent, ce qu'elle entendait, elle avait dit, ça a été coupé. Les gens me disent, mais vous pouvez pas faire autre chose. Et c'est quand même de dire, mais pourquoi vous faites ça ? Elles entendent ça toute la journée. Après, il y a un énorme problème, énorme, de je ne voudrais pas dire de racisme, mais de choses comme ça, qui se développent de plus en plus, qui étaient déjà présents il y a quelques années, mais qui s'instaurent de plus en plus. Je pense que dans les établissements, ça passe pas trop mal. À domicile, c'est infernal. Est-ce que vous rencontrez, Christophe ou David, les mêmes types effectivement de difficultés ? Non, moi je ne pourrais pas me permettre de parler de racisme. Donc là, c'est vraiment lié plutôt au maintien à domicile. Mais je pense que vous n'avez pas le même problème. Non, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes. Par contre, je suis très interpellé sur ce que vous dites, effectivement, sur... c'est un peu la bonne à tout faire, si vous me passez l'expression, dans ce que vous êtes en train de dire. C'est tout à fait ça. Et nous, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Voilà. Et c'est des raisons qui font qu'on n'arrive pas à recruter. Il y a des filles qui viennent, on reçoit des CV, on en a des pleines valises, mais quand on fait les entretiens, elles ne reviennent plus. Ou elles vont travailler une journée, elles repartent. D'abord, il faudrait qu'elles soient formées avant de partir sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un gros problème de formation. Est-ce que d'ailleurs le rapport Libault en parle dans les différentes propositions qui ont été faites il appuie sur les problèmes de formation, que ce soit pour les EHPAD ou effectivement dans le secteur du maintien à domicile. Bien sûr, mais ça fait un moment qu'il y a plein de monde qui appuie sur les boutons, mais on ne voit pas trop les résultats. La formation initiale, en effet, c'est un
un des pans du rapport Libault, mais aujourd'hui, c'est une formation qui attire plus les jeunes. Vous avez des instituts de formation des aides-soignantes où, à une époque, vous aviez 800 candidats pour 50 places. Aujourd'hui, vous avez 120, 130 candidats pour 50 places. Donc, on voit bien que le métier n'attire pas par manque de reconnaissance sociale, financière aussi. Et en effet, on peine à fidéliser les professionnels. Et puis c'est le cercle vicieux, avec effectivement tout ce qu'on voit depuis plus d'1 an sur les EHPAD notamment, sur les difficultés. Forcément que l'image, elle n'attire pas. Enfin voilà, les jeunes ne sont pas attirés vers ces métiers. C'est quoi la solution du coup? Je me retourne vers vous aussi. Oui, je termine. Il n'y a pas que ça comme difficulté, il y en a d'autres. Les filles, pour travailler dans ce domaine-là, il faut qu'elles aient un véhicule. Il ne faut pas que le véhicule tombe en panne. Donc, comme elles sont très très mal payées, elles sont toutes au SMIC, il n'y a pas de secret. Il y a eu des diplômes qui ont été créés il y a une quinzaine d'années, notamment le DEAVS, qui a changé de nom, mais c'est toujours un diplôme d'État. Il y avait 2,50 € d'écart entre ce diplôme et le SMIC, il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, il y a 15 centimes. Alors, on en revient quand même beaucoup au problème financier. Tout le monde est payé au SMIC. Alors, c'est ça. Et avec le SMIC, nous, on les fait travailler à temps plein, heureusement. Ce n'est pas le cas partout. C'est des filles qui gagnent 800, 900 € par mois. Elles ne peuvent pas se payer de bagnole. Or, il leur faut une voiture pour travailler. Donc, le problème est énorme. Quelles seraient les solutions il a été chiffré, pour vous, David, d'ailleurs il a été chiffré à 1,7 milliard. Ce problème, si on veut le régler là, actuellement. Mais comment on le règle concrètement? Ça veut dire multiplier les formations? Il faut multiplier les formations, il faut qu'elles aient des véhicules pour pouvoir se déplacer, c'est déjà ça. Ça serait un premier point, mais de toute façon, on n'aura jamais le personnel. Même si on met des moyens financiers, même si on ça... Donc c'est un constat très pessimiste que vous faites. Et c'est très pessimiste, c'est bien pour ça que j'ai fait le bouquin. Vous avez parlé tout à l'heure de 2050, qu'il allait y avoir 5 millions de personnes à aider. Actuellement, vous savez combien il y en a? 1,5 million. 1,5 million, on n'y arrive plus. En 2050, 5 millions. J'ai entendu ces discours hier à Bordeaux, puisque j'étais à Bordeaux. C'est partout pareil en France, c'est pas... Alors, le rapport Libault, quand même, dont on parlait, préconise, plus de 60 000 places en EHPAD d'ici 2024, plus de postes aussi en EHPAD pour des professionnels, plus de formation dans les métiers, effectivement, du grand âge, qui n'existent pas aujourd'hui, alors qu'il existe beaucoup de formations en comparaison avec dans la petite enfance. Donc, ça veut dire qu'il y a des pistes, quand même, il y a des choses concrètes qui sont préconisées dans ce rapport, avec effectivement un financement derrière qui est de l'ordre de près de 10 milliards d'euros à trouver. Donc le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est juste l'argent? C'est ça? C'est pas que l'argent. De toute façon, il manquera toujours des bras. Parce que l'histoire de 2050, je ne sais pas qui c'est qui a pondu ça. Les 5 millions, c'est sûrement vrai, parce que c'est facile de savoir combien il y aura de personnes de plus de 80 ans en 2050. Mais, alors, il faut être prudent, effectivement. Les chiffres sont toujours à manier avec précaution. Il y a une chose qui est beaucoup plus sûre que ça. Entre 46 et 50, les années 46 et 50, il y a eu 4 500 000 naissances, le baby-boom, 4 500 000. Même si on en a perdu quelques-uns en chemin, ces gens-là, dans 10 ans, auront tous plus de 80 ans. Donc, c'est pas dans 30 ans qu'il va y avoir 5 millions de personnes, c'est dans 10 ans. Donc il faut susciter des vocations. Mais personne n'en parle, mais je vous garantis qu'on n'a déjà pas le personnel, alors qu'il y a 1,5 million de personnes à aider. Quand il va y en avoir 5 millions, on fait quoi? Même s'il y a de l'argent, il n'y aura pas le personnel. Il faudra déjà financer les 60 000 places, non? C'est ça? Ça me paraît compliqué comme ça, puisque aujourd'hui... alors, la rémunération de ces professionnels-là, forcément, elle doit évoluer. Elle doit évoluer... Et assez rapidement, je pense, et c'est prévu dans le rapport de Dominique Libault. J'espère qu'il y aura des applications concrètes. Il faut que les bâtiments évoluent. Moi, je donne l'exemple de mes établissements parce que je les connais très bien. Par le biais d'un mécanisme budgétaire, parce qu'on est en réforme budgétaire et tarifaire, il se trouve que les 2 établissements ont bénéficié d'une convergence dite positive sur la dotation soins et sur la partie dépendance. Avec cet argent-là, tous les ans, on a pu, bon an, mal an, sur les 5 dernières années, créer des postes d'aides-soignants au plus près des personnes. On a réduit le taux d'absentéisme. En même temps, sur un des établissements, celui de Chalut, on a fait des travaux importants de mise aux normes, hôtelières, avec des capacités d'accueil inchangées, mais on a fait baisser le taux d'absentéisme. Et il y a 5 ans, on était une aide-soignante pour 15 résidents. Aujourd'hui, on est une aide-soignante pour 8, 9, peut-être 10 des fois, ça dépend certains jours. Mais on a fait baisser le taux d'absentéisme. Donc il y a
à la fois des aspects architecturaux, à la fois des aspects financiers. Mais en effet, il faut lier les deux. Mais l'aspect financement me dérange parce que on dit qu'il faut créer 60 000 places, mais on sait combien ça coûte. On sait combien ça coûte une place d'EHPAD. Ça vous semble totalement irréaliste, en fait? Complètement. Complètement. L'état actuel, on voit bien, on a longtemps parlé de la naissance d'un nouveau risque, le risque dépendance, qui fera appel à la solidarité nationale. C'est pas le cas, le 5e risque. On le repousse à nouveau. Est-ce qu'il faut faire appel à la solidarité nationale pour financer la dépendance? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que même sur... vous avez parlé des ratios en Nouvelle-Aquitaine par rapport à 1000... Au nombre de places par rapport à 1000 personnes. Oui. Mais vous savez, par exemple, que pour le financement de la dépendance, vous avez malheureusement les personnes âgées dépendantes des établissements génèrent un nombre de points, et ce nombre de points est multiplié par une valeur de points propre à chaque département. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le même niveau de dépendance d'un EHPAD en Haute-Vienne, en Creuse ou en Pyrénées-Atlantiques, mais ne pas avoir le même financement. Donc, on ne met pas le même niveau de financement non plus sur les départements. On fait comment pour financer la dépendance? Quelles sont vos pistes? Alors, il y a plein de pistes qui ont été évoquées. Est-ce qu'il faut réattribuer des journées dans l'année qui sont données pour la dépendance, des journées travaillées pour pouvoir financer la dépendance? Est-ce qu'il faut partir à la retraite plus tard? Quelles sont vos pistes à vous, en tout cas Christophe? On est en train de se poser des questions. Je ferai le parallèle avec les retraites. Monsieur parlait tout à l'heure du baby-boom. On va parler du baby-boom. Tout le monde connaissait la pyramide des âges depuis les années 70. Et tout le monde alertait depuis 30 ans. Attention, à un moment donné, nous allons avoir un financement des retraites qui va être à revoir si nous ne voulons pas arriver en banqueroute. Et là, nous avons le système de la dépendance qui arrive. On peut en faire un parallèle et on va arriver au pied du mur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y est. On est un peu dans de la démagogie dans ce qui est annoncé, puisque indépendant, ça ne suffit pas, et je vous rejoins, de faire un chèque sur la table. À un moment donné, c'est un vrai projet. Il faut des professionnels, il faut les former. On a un vrai problème d'attractivité. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que dans les établissements à l'heure actuelle, pour envoyer des gens en formation, il faut un budget formation. On est en train de les réduire. Et envoyer des agents en formation, il faut qu'ils soient assez sur le terrain pour pouvoir être libérés et partir en formation. Aujourd'hui, on n'a plus ces moyens-là. Moi, je me satisfais du taux d'absentéisme de M. Penrod dans ces établissements. Il faut savoir qu'il y a des établissements qui ont entre 20 et 25% d'absentéisme. C'est énorme. Donc, on paye des gens chez eux parce qu'ils sont épuisés. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un manque de reconnaissance financière. Un aide-soignant est très mal payé, même un infirmier. Mais aujourd'hui, il y a des gens, vous savez, pour le même prix, préfèrent avoir un collègue qu'une augmentation. C'est les remontées que vous font vos confrères. Il y a deux attractivités aujourd'hui qui sont à mettre sur la table. C'est l'attractivité financière, effectivement. Quand vous gagnez 1 200, 1 250 euros net, à laquelle on a mis aujourd'hui des jours de carence. Il faut savoir que quelqu'un qui attrape une maladie à l'hôpital en tant que professionnel, il va être pénalisé par jour de carence. En même temps, c'est ce qu'annonce le rapport Libault. Encore une fois, c'est des postes créés. Est-ce que ça vous ne satisfait pas? Alors, des postes créés, combien et quel type de qualification? Si on veut des infirmiers, il faut les former au moins de 3 ans. Donc ces postes-là, on ne les verra que dans 3 ans. Et puis, comme disait M. Penrod, aujourd'hui, les listes d'attente, il n'y en a plus dans les écoles. Il y a aujourd'hui un sentiment d'abandon de ces professions par manque d'attractivité et financière et de pénibilité sur le terrain. Et effectivement, j'en reviens aussi au maintien à domicile, puisque le rapport préconise quand même le plus longtemps possible le maintien au domicile avant d'aller en EHPAD ou dans des résidences autonomie, puisqu'il n'y a pas que les EHPAD, il y a aussi d'autres types de structures pour accueillir les personnes âgées. Admettons qu'il y ait suffisamment de bras en EHPAD. J'ai envie de vous reposer la question, David Penrod. Vous évoquez tout à l'heure l'ouverture nécessaire des EHPAD, ce qui semble être aussi un petit peu le cas dans les 2 EHPAD que vous dirigez. Est-ce que c'est l'idéal, finalement, le maintien à domicile, quand on sait qu'il y a des activités, des lieux, les EHPAD sont des lieux de vie? Le maintien à domicile, je me retourne vers vous, Yves, ça pourrait être aussi de la solitude de la personne âgée, malgré les aides qui viennent de temps en temps? C'est tout à fait vrai ce que vous dites, malheureusement, parce que les familles sont de plus en plus éclatées. Les gens sont seuls chez eux, les familles sont au bout de la France. Il y en a des familles qui sont sur place et qui ne veulent absolument pas s'occuper des vieux, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que on arrivait à rompre cette solitude, nous, professionnellement.
puisqu'on avait plusieurs heures par semaine, on passait voir les gens, c'était le cœur du métier. Hein. On a essayé de préserver leur autonomie, des trucs comme ça. Si rien n'est fait, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 2. Ou on s'occupe que des besoins primaires des personnes. C'est en train de se développer. Il y en a qui ont trouvé le filon là-dedans, mais de toute façon, on va tous s'y mettre. On va faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez quelqu'un et d'y rester 1 heure ou 2, comme on le fait en ce moment, on va y rester 2 minutes, 3 minutes, c'est-à-dire qu'on ira voir la mamie, on lui change sa couche et on repartira, ou on la mettra comme il faut dans un fauteuil et on repartira. On va s'occuper des besoins primaires, on lui donnera à manger vite fait et on repartira. On ne va plus rester du temps. Et comme ça, on pourra s'occuper de pas mal de personnes. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça va être la grande solitude. On ne sera plus du tout dans notre cœur de métier, on ne s'occupera plus du tout de la personne. Ça va être... la grande foire, enfin, voilà. Et ça va être difficile de susciter des vocations, peut-être encore plus. Et curieusement, mais il faut qu'on ait des véhicules pour faire ça. Mais curieusement, ça susciterait plus de vocations parce que les filles s'occuperaient de l'aide à la personne. Elles sont formées pour ça. Elles ne feraient que ça, même si elles le font très vite, très rapidement. Alors que là, si on y prend garde, elles vont faire que du ménage. Et là, elles n'en veulent plus. Et elles ne veulent plus faire de ménage. Elles veulent s'occuper des personnes. Alors, Héloïse, pour vous, ce n'était pas forcément une vocation au départ de vous occuper de personnes âgées. Finalement, c'est ce que vous faites aujourd'hui, après avoir bossé pendant 20 ans, je crois, dans le monde de la parfumerie. Un jour, vous avez eu envie de vous occuper de votre papa, qui malheureusement est décédé avant que vous puissiez l'accueillir dans votre maison, que vous avez rendu accessible. Et aujourd'hui, donc, vous êtes famille d'accueil avec un agrément du conseil départemental de la Haute-Vienne. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Reportage donc, de Thomas Milon et Éric Boutin qui a été réalisé hier chez vous. À 84 ans, Huguette a changé de vie. Elle a quitté l'Île-de-France pour se rapprocher de sa fille à Limoges et vient de poser ses valises dans la famille Rameau. Après des problèmes de santé, elle ne pouvait plus vivre seule, mais pas question d'aller en EHPAD. Une maison de retraite. Oh non. Oh oui, je préfère être ici. Tu viens nous aider ? Après 20 ans dans la parfumerie, Héloïse a voulu changer de voie et s'occuper de personnes âgées à son domicile. Elle est devenue famille d'accueil. Oui, tu vas manger, hein? Non, pas ça. Huguette semble avoir trouvé sa place rapidement dans la famille. Parents et enfants s'adaptent à elle en gardant leurs habitudes. Au quotidien, c'est assez facile, puisque Huguette dort bien le matin en plus. Fait des grasses mat jusqu'à 8h30. Donc moi, j'ai le temps de m'occuper du petit avant. Et puis après, on déjeune tous ensemble. Et l'après-midi, en général, on va se promener, on fait un peu de jardin. C'est assez facile. C'est de l'organisation. Tout est chronométré, mais ça coule tout seul. Après quelques mois de démarche avec le conseil départemental, Héloïse a pu accueillir Huguette dans une partie de sa maison. Le dispositif est contraignant. Il faut que la maison soit aux normes, c'est-à-dire qu'il faut du plein pied. Il faut que les chambres fassent au moins 9 mètres carrés. Et puis après, il faut être disponible 24/24, 7 sur 7. Et avoir des personnes qui puissent prendre le relais si je dois m'absenter, voilà, pour pas que la personne reste seule. Héloïse a signé un contrat de 5 ans avec Huguette qui débourse chaque mois un peu moins qu'en EHPAD public. Alors, un peu moins qu'en EHPAD public, ça lui revient à combien à Huguette, Héloïse ? Alors, il n'y a pas de tarif fixe en fait, puisque c'est en fonction de l'handicap des personnes accueillies. Mais ça peut varier entre 1003 et 1009. Voilà. Donc effectivement un peu moins cher qu'un prix en EHPAD. Et tout est compris, pareil, la nourriture, l'électricité, l'eau. Et vous êtes rémunéré du coup ? Vous avez une rémunération du conseil départemental ? Non, c'est les personnes accueillies qui sont mes employeurs en fait. D'accord. Voilà. Donc ils ont mon salaire et puis une charge URSSAF qui est compris dedans. Alors c'est un changement radical de vie professionnelle pour vous, je le disais avant le reportage. Oui. Pourquoi ? Parce que besoin d'humain, de chaleur, de 20 ans de commerce, c'est très long. Oui. Et on avait besoin de se ressourcer, de trouver des choses de la vie, des choses vraies, du partage. Et puis avec les enfants, l'intergénérationnel, c'est top.
Alors ça marche bien. Il y en a dans certains établissements aussi, dans des résidences autonomie, parfois un peu en étapes. Le côté intergénérationnel, c'est quelque chose que vous faites aussi dans vos EHPAD ? Oui, quand ils sont à proximité d'une école ou d'un collège, c'est très bien, parce que sinon, après, il y a le problème du transport. Mais en effet, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Et on en parlait tout à l'heure, les enfants et les personnes âgées sont de véritables aimants. Ils s'attirent l'un l'autre. Et puis, ce qui est bien avec le regard des enfants, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Donc ça, c'est très agréable, oui. Alors en tout cas, quand on regarde ce reportage, quand on regarde votre résidente, Huguette, on a l'impression que c'est une solution vraiment parfaite. Je voudrais avoir votre regard les uns les autres. Christophe, peut-être, quel est votre regard sur cette solution de famille d'accueil pour personnes âgées ? C'est une autre approche. Ce sont quand même des convictions, comme vous venez de le dire, qui sont quand même très humaines. Ça peut être un palliatif à l'EHPAD, c'est évident. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Cependant, effectivement, si la personne âgée est dans une nécessité budgétaire, on se rend compte que, comparativement, on est à peu près dans les mêmes budgets. Donc, c'est une autre philosophie. Il ne faut pas rester sur le plan financier, mais sur une autre approche de l'accompagnement. Effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, il y a des gens qui restaient à la maison, ça peut être une solitude, et il y en a d'autres, ça peut être un projet de vie aussi. On parle souvent de projet de vie en EHPAD, mais les gens aussi ont droit à un projet de vie à leur domicile ou chez un aidant. C'est effectivement une solution vraiment entre le maintien à domicile et un établissement avec plus de personnes. Quel est votre regard à vous, David, sur cette solution qui est effectivement radicalement différente de l'EHPAD ? Non, complètement, c'est remarquable. Je trouve ça très intéressant, en effet, de pouvoir ouvrir ses portes aussi, pas simplement son cœur, mais aussi ses portes. Après, moi, je me pose des questions, mais là, c'est le directeur qui parle, c'est au niveau de la législation du travail. Il est très axé sur les 35 heures, sur le repos de sécurité, et là, madame a dit qu'elle était 24 sur disponible 24. H24. Donc, ouais. Voilà. Il y a 7 sur 7. Alors, moi, il y a juste une petite mise en garde que je pourrais faire. Nous, on voit beaucoup arriver de personnes âgées dépendantes où on dit que c'est l'aidant, que c'est l'aidé, pardon, et que l'aidant est à bout de souffle, au bout du rouleau, et qu'il n'y a pas de retour à domicile possible. Donc voilà, il faut faire attention, il faut aussi se ménager des temps à soi. Mais c'est une très belle initiative, très très belle initiative. Vous pensez que vous pourrez vous ménager du temps, justement ? Oui. C'est prévu dans l'organisation de votre travail ? J'ai une famille mon mari surtout, qui est très présent et qui prend mon relais. On a aussi des personnes, c'est obligatoire de toute façon, qui peuvent être là en cas de nécessité. Bien sûr. Donc voilà. Mais j'ai une belle-mère adorable aussi qui peut prendre le relais. Donc, je suis très soutenue dans le projet. Tout le monde est derrière. En tout cas, ça pose aussi la question peut-être de la formation qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez suivi une formation ? Alors, ça va être une formation continue. J'ai eu une première formation au conseil départemental et une formation à la Croix-Rouge. Et ensuite, sur 2 ans, il y a des formations régulièrement, oui. Alors, je me retrouve vers Yves aussi, puisque votre combat, c'est aussi de former des professionnels. Oui. Là, on voit que ce n'est pas forcément quand même une grande professionnelle. C'est pas juste... Tout à fait. Mais quel est votre regard ? C'est vrai, mais nous, on rencontre ça tous les jours. On fait former les gens, mais trop tard. Mais c'est mieux que de ne pas les former du tout. Il faudrait qu'ils soient formés en amont. Déjà, ça serait une chose. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est important, sur le code du travail. Nous, on a des filles qui ne gagnent pas assez. Mais quand je dis nous, c'est pas moi, c'est les métiers de l'aide à domicile, et qui travaillent à côté en chèque emploi-service pour gagner plus. Elles dépassent très largement le nombre d'heures autorisées. Il faut savoir qu'en France, un salarié n'a pas le droit de travailler trop. Il y a un moment où il faut qu'il arrête. Et le salarié peut être pénalisé, et surtout les employeurs. L'employeur principal, même les employeurs qui le prennent en chèque emploi-service, puisque si déjà la personne a un plein temps ou à peu près, ce sont des heures supplémentaires. L'URSSAF peut leur tomber dessus, faire requalifier toutes les heures qui sont faites en heures supplémentaires, c'est un truc de fou, ça. Donc là, vous n'aurez pas d'heure sup, a priori, c'est pas prévu. C'est tout et n'importe quoi maintenant dans ce domaine. Bernard, je voudrais vous laisser la parole quand même un petit peu. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que citoyen, jeune retraité, mais qui vous pensez effectivement à votre avenir, de cette solution des familles d'accueil ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter ?
Effectivement, pourquoi pas, mais c'est pas notre projet aujourd'hui. Moi, je suis pas tout seul dans ce projet de hameau des partages. Hein, c'est un Alors voilà, le projet hameau des partages que voilà, vous portez à plusieurs. Voilà, je suis là parce qu'il n'y a que moi qui pouvais venir. Là, c'est tout. Donc vous êtes plusieurs effectivement à porter ce projet à Ambazac, et c'est le projet d'un habitat participatif. Voilà. Qu'est-ce que Alors, c'est? Habitat participatif, c'est particulier parce que ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est des gens qui se regroupent pour créer l'habitat dans lequel ils veulent vivre. Point. Vivre et vieillir. Non, vivre. Point. Pas forcément. C'est que ça. Ensuite, c'est pourquoi faire. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Donc l'idée, effectivement, elle a germé un jour entre nous, entre amis, comme ça, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose puisqu'on s'entend bien, pour faire quelque chose ensemble. Et puis finalement, on a trouvé le terrain, on a trouvé les possibilités, et on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus grand, et qu'il y avait aussi beaucoup de demandes. Voilà la preuve. Et donc, du coup, on a dit, on va ouvrir ça à 10 logements. Mais des demandes pourquoi précisément? Parce que là, on parle du bien vieillir. On parle aussi du bien vieillir. Ce n'est pas que pour bien vieillir. Oui. L'idée, effectivement, pour quelqu'un qui a 80 ans, il va y penser, c'est évident. Mais l'idée, c'est de vivre autrement. C'est-à-dire, c'est un projet... Alors, pour un bâti, vous parliez de passoire thermique, quelquefois, nous, on part sur un bâti neuf, bois, paille, chaud, chanvre, quelque chose de très passif, pour les normes. Donc, il consomme rien ou pas grand-chose, très confortable, avec bien sûr toutes les mises aux normes du handicap, parce que c'est obligatoire. Voilà, douche et ainsi de suite, adaptée. Et surtout, une partie du bâtiment qui est une partie commune. Pour pouvoir se faire entre nous une bonne bouffe, on a une cuisine, on a une salle à manger, ainsi de suite, pour faire des choses ensemble, pour faire des activités ensemble. Partager des choses, partager les savoirs de chacun. Dans le groupe, il y a des tas de gens qui ont des tas de savoirs très intéressants. Alors Bernard Jus, je voudrais recentrer parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Là, on parle effectivement quand même dans cette émission du bien vieillir, et c'est une des parties aussi. Là, je voulais en venir là, mais vous m'avez interpellé sur autre chose, parce que vous faites tous un tableau qui est quand même très dramatique. Sur un avenir que globalement nos politiques ne prennent pas du tout en compte. C'est-à-dire qu'ils sont en train même de libéraliser tout ça en disant après tout c'est la sphère économique privée qui va s'en occuper. Voilà. Et puis à côté de ça, on a des gens comme Héloïse qui n'ont peut-être pas le label humaniste, je sais pas quoi. Humanitude, voilà, mais qui sont quand même très humaines et qui se disent moi je vais faire ma part, un petit peu le colibri, vous savez, qui veut éteindre le feu avec sa petite goutte d'eau. Elle fait sa part. Alors, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, ça demande qu'à être amélioré. Mais le hameau des partages, c'est un peu ça. Vous prenez en main votre avenir, il y a des jeunes, il y a des vieux, et si quelqu'un se casse une patte ou a du mal à manger ou je sais pas quoi, on peut s'entraider. Et on va comme ça garder une certaine liberté de la personne en tant que telle, de mouvement ou d'intellect, pour retarder cette mise en EHPAD qu'on espère juste terminale pour quelques jours. Voilà. D'ailleurs, à partir de quel âge on rentre en EHPAD aujourd'hui? Plus tard qu'avant, forcément, avec la durée de vie qui s'allonge? Alors, réglementairement, c'est à partir de 60 ans, mais on peut bénéficier de dérogations. Et sinon, aujourd'hui, on a des moyennes d'âge autour de 88, 89 ans. Et même avec des entrées, des fois, en EHPAD qui sont plus proches des 95, voire 100 ans. Ça veut dire que les solutions alternatives qu'on a évoquées, ça peut être des habitats participatifs partagés, ça peut être des familles d'accueil. C'est une solution quand on n'est pas encore trop dépendant, et quand on devient plus dépendant, c'est l'EHPAD? Sans doute, oui, parce que ensuite, pour vivre dans ce type d'habitat-là, il faut aussi sans doute des professionnels soignants à un moment, ou en tout cas ceux qui connaissent bien le secteur de la dépendance. Ça, ce serait possible dans le hameau des partages que vous allez monter, d'avoir des professionnels qui viendraient régulièrement? On a prévu un logement spécifique pour des aidants, s'il y a besoin. Mais bon, dans l'immédiat, on en est loin. C'est des solutions qui existent déjà sur le territoire. On participe, on fait du baluchonnage. Alors c'est un terme canadien, québécois même, c'est estampillé. C'est du relayage, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui vont remplacer l'aidant familial pendant des périodes, sur des week-ends, sur des périodes d'hospitalisation. Ça permet d'éviter une institutionnalisation de l'aider. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, il y a une chose qui m'intéresse énormément, c'est la prévention. Nous, on participe à notre petite échelle à des ateliers prévention des chutes, perte d'équilibre. On fait du dépistage de fragilité à domicile et on s'aperçoit, je pense que c'est pareil en ville, mais en tout cas, on s'aperçoit à la campagne que les personnes âgées très isolées sont en souffrance psychologique.
On sait que la souffrance psychologique, c'est le début de la fragilité, puis après de la dépendance. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble un exemple en Charente-Maritime avec Habitat 17, qui est le premier bailleur social à inciter les voisins à veiller sur les personnes âgées isolées. Coup de projecteur à Étré, donc en Charente-Maritime, avec ce reportage de Léa Brocry et Joël Bouchon, qui avait été diffusé le 14 janvier dernier sur France 3 Poitou-Charentes. Une fois par semaine, Marie-Hélène rend visite à Morissette. Maintenant, mon petit, me voilà. Cela fait plus de 50 ans que ces deux femmes se connaissent, mais il y a 3 ans, un problème de santé les rapproche. Alors, je ne savais plus quoi faire. Voilà. Et j'en ai perdu du sang. Ah ben oui, c'est sûr, dans une grande cuve. Tu es venue. Oui. Après, tu as été chercher des glaçons. Marie-Hélène s'occupe alors d'elle en attendant l'ambulance. Depuis, elle l'aide au quotidien. Elle m'appelle, elle me dit, mon chauffage ne marche pas. Ben, je dis, oui, mais vous l'avez mis à l'arrêt. Il ne peut pas marcher. À 91 ans, Morissette est indépendante, mais prudente. Je vais, par exemple, au boulanger, là, ça va. Elle va chez le coiffeur. Mais autrement, je ne suis pas solide. Je sens que je m'en irai pas loin. Une ampoule à changer, des démarches administratives, une aide précieuse, mais surtout une présence qui rassure les enfants de Morissette. J'avais croisé sa fille, elle m'a dit, je pourrais te demander un petit service. Est-ce que si elle a un problème, tu peux aller la voir, il n'y a pas de souci. Puis c'est venu comme ça, et je la considère comme une deuxième maman. Hein. Deux voisines, devenues plus que des amies. Elles partagent la même résidence, appartenant à Habitat 17. C'est le premier bailleur social à développer le projet Senior Solidaire. Nous avons vu qu'il y avait 180 personnes de plus de 80 ans qui étaient seules. Nous avons voulu faire une action envers eux. Et quelle meilleure action que de dire aux voisins dans une cage d'escalier, de dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire attention à vos voisins ?» Une relation entre Morissette et Marie-Hélène qui n'est pas prête de s'arrêter. Allez, au revoir. Allez, c'est parti. De la solidarité, du lien social, finalement, c'est du bon sens tout ça, Yves? On en a besoin d'un peu plus de bon sens et de solidarité? On en a besoin de beaucoup de bon sens, oui, mais pas forcément les professionnels, mais il y en a d'autres qui en ont besoin aussi. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne s'occupe, je parle pour le domicile, on ne s'occupe plus du tout de l'humain. On va être obligé de s'occuper que des besoins primaires. Les gens seront des numéros, on passera les voir vite fait 2 minutes pour pas qui meurent de soif, et puis c'est tout. Et c'est ça. Ou alors, il faut... La France a été un pays de migration de longue date. Depuis 1850, on a toujours fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et pour se redresser après la Première Guerre, la Deuxième. Dans les années 60, quand il y a eu le boom économique, je me demande si ça ne serait pas une des solutions. Une des pistes, faire venir effectivement oui, mais des gens d'ailleurs pour dire les migrants, nous aider. Il faut chez eux. Il va peut-être falloir en prendre quelques-uns, parce que je vous garantis que même si on y met de l'argent, on n'aura jamais les bras pour s'occuper de 5 millions de personnes. C'est pas possible, pas avec les Françaises. David, petit mot de conclusion aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment, le point essentiel pour aider nos aînés à mieux vieillir dans les années à venir? Capitaliser sur des initiatives existantes et relativement humaines, et puis mettre les moyens, se donner les moyens de mettre les moyens. Bernard, il reste des places à Ambazac oui, tout à pour fait. venir vivre avec vous? On est en train de finaliser le groupe aujourd'hui. Donc on recherche, entre guillemets, des gens, mais on en a déjà beaucoup sous le coude, entre guillemets aussi, qui sont très motivés par ce genre d'appartement, chacun chez soi, mais un peu tous ensemble quand même, si on a envie. C'est pas une communauté, hein, chacun chez soi quand même, effectivement. Oui, c'est chacun sa maison, avec sa cuisine, son truc, machin, mais avec des choses en commun, et surtout mutualiser beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir tous une tondeuse, par exemple. Voilà. Il n'y aura pas de tondeuse, comme ça, c'est très bien. En tout cas, effectivement, il y a de plus en plus de projets. Je vais citer celui de Volery en Haute-Vienne qui est en cours également. Et puis un nouveau projet, Chabas Zentrar, aussi en Haute-Vienne, qui est en cours également. Christophe, un petit mot de conclusion aussi. Quels sont peut-être le point principal pour améliorer notre accompagnement à la dépendance? Il y aura 2 aspects qui ressortiront de ce débat. Effectivement, favoriser ou faciliter pour ceux qui le souhaitent un vrai projet de vie à domicile, puisque la dépendance, on ne la vit pas tous de la même façon. Et puis après, effectivement, par rapport à nos aînés en EHPAD, adapter aujourd'hui l'environnement et avoir les moyens nécessaires en qualification et compétences. Donc je terminerai juste pour remercier tous les professionnels qui œuvrent au quotidien dans ces établissements sanitaires ou médico-sociaux
pour le travail qu'ils font et un grand coup de chapeau à eux tous. Où est-ce que vous voyez vivre vos dernières années, vous, Christophe ? On ne peut pas présager de ce que va nous préserver la vie. Je dirais que si j'ai la possibilité de vivre en regardant mon jardin et entendre mes oiseaux à la maison, qui n'en rêve pas ? En tout cas, ça serait un beau projet de vie. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le degré de dépendance qui force la personne à un moment donné à entrer en institution. Mais tant qu'on peut vivre chez soi, quel bonheur. Ou peut-être vivre effectivement dans des familles d'accueil. Alors c'est un dispositif qui est vraiment ça effectivement... correspond au domicile quand j'entends ces projets-là, bien évidemment. Ouais, Huguette, elle est chez elle. Hein. Huguette, elle est chez elle aujourd'hui et ça fait que 10 jours qu'elle est chez elle. Ça fait que 10 jours. Ouais. Se sentir chez soi sans être chez soi. Voilà. En Haute-Vienne, seulement 13 familles ont un agrément du conseil départemental. 13 familles d'accueil, c'est très peu. C'est un dispositif effectivement qu'il faut peut-être faire connaître. Il vous reste une place encore ? Il me reste une place. Peut-être pas tout de suite ? Là, c'est bon. C'est bon, d'accord. Eh bien, n'hésitez pas à contacter Huguette. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat riche qui, je suis sûre, continuera en coulisses. Hein, comme d'habitude, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré en régie et sur le plateau. À très bientôt et très belle fin de soirée sur Noix.